Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle rubrique dans le blog de Jounéo, la rubrique droit et photographie. C'est une rubrique dans laquelle nous allons aborder différents thèmes pour aider les photographes à se protéger eux-mêmes et protéger leurs photos grâce au droit. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas une question qui concerne uniquement les photographes professionnels. Pour répondre à ces questions, nous ferons appel aux excellents conseils de Joëlle Verbrugge, qui est photographe et avocate spécialisée dans le droit à l'image. Donc bonjour Joëlle et merci de vous prêter à l'exercice. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, mais pas de problème. Donc, je m'appelle Joëlle Verbrugge, je suis établie au Pays Basque, où j'exerce à la fois comme avocate et comme artiste photographe. Entre ces deux activités, j'ai créé un blog qui s'appelle Droit et photographie, qui existe depuis octobre 2009, sur lequel il y a plusieurs centaines d'articles maintenant. Et parallèlement à ça, j'ai plusieurs ouvrages. J'écris des ouvrages, des articles et des ouvrages d'ailleurs pour l'éditeur de compétences photo. Et j'écris également une majorité d'ouvrages pour l'éditeur 29 bis édition. Voilà, puis je dispense des formations à des structures privées et publiques ou des webinaires pour les photographes eux-mêmes via mon blog. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, le thème que nous avons choisi de traiter, c'est un thème ambitieux, c'est celui des différents statuts possibles pour les photographes. Il en existe un grand nombre finalement. Donc Joël, est-ce que vous pourriez nous en faire une liste et puis nous expliquer un peu quels sont les champs d'application de chacun? Alors, il y a essentiellement trois statuts en réalité. Il y a un statut qui est un statut salarié pour les photojournalistes. Donc, sur le principe, il est assez simple. Le photojournaliste, il est salarié, que ce soit titulaire, c'est-à-dire qu'il exerce tout le temps pour le même organe de presse ou la même agence photographique, ou bien éventuellement pigiste quand il intervient pour différents titres de presse. Donc, on va dire que théoriquement, il n'y a pas trop de problème pour lui. En pratique, oui, mais en théorie, non. Et après, il y a deux statuts de photographe indépendant qui sont d'un côté l'artisan photographe, celui auquel généralement les gens pensent quand ils disent j'ai demandé un photographe pour mon mariage, puisque c'est justement le seul des photographes indépendants qui peut proposer des prestations aux familles pour les mariages, les naissances, les grossesses, etc. Mais qui peut faire aussi de tout. C'est-à-dire qu'il peut aussi faire des photos corporate pour les sociétés, des expositions, on peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Ouais. Et après, on a le statut d'artiste, comme celui que j'ai adopté moi-même, qui lui est donc un statut artistique avec quelques petits privilèges, mais qui tendent un petit peu à s'amenuiser au fil du temps en matière de cotisation sociale et en matière fiscale, et où on a surtout un champ d'application et un champ d'activité plus réduit, parce qu'on peut céder des droits par exemple, à des agences photos ou à des entreprises dans le cadre de photos corporate. On peut aussi vendre nos photos sous forme de tirage numéroté signé. Jusqu'à fin 2020, c'était limité à ces tirages-là dans une limite de 30 exemplaires par photo, tout support et format confondu. Depuis 2021, ça s'est un petit peu élargi dans une proportion qu'on va devoir malgré tout encore un peu définir parce qu'on attend des précisions. Il est désormais acquis qu'on peut faire de l'auto-édition avec nos propres photos. Donc, un auteur photographe peut éditer un livre en auto-édition, qui était moins facile avant. Donc, en fait, on a conforté une pratique que l'administration fiscale admettait, mais pas tellement la GSA, maintenant elle n'aura plus le choix. Et par contre, le photographe-auteur peut aussi désormais vendre ses propres photos sous d'autres formes que les tirages numérotés signés, mais c'est à ce niveau-là qu'on attend encore quelques précisions. Je préfère ne pas être trop précise pour l'instant, de façon à ce que ma vidéo reste d'actualité plus tard. Ok, ça marche. Et du coup, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi il y a besoin de autant de statuts différents pour une seule activité qui est l'activité de la photo finalement, quoi. Alors ça, c'est une bonne question, surtout qu'il y a énormément de pays où ce n'est pas le cas. Je dirais même peut-être que la France fait exception à ce niveau-là. En Belgique, d'ailleurs, ça n'existe pas de cette manière-là. Alors, historiquement, je ne sais pas. Je crois qu'historiquement, il y a un rapport tout particulier entre l'artiste et son œuvre qui faisait qu'on accordait notamment à des peintres, etc., un statut privilégié avec une protection accrue par rapport aux autres indépendants. C'est-à-dire que jusqu'il y a peu, l'artiste photographe avait, je vous passe les détails parce qu'il y a des tas de subtilités, de complexité, mais en gros, un artiste photographe qui était établi, il y avait certains niveaux de revenus, pas très élevé, mais disons un minimum, avait pour un indépendant une situation beaucoup plus avantageuse qu'un artisan photographe ou qu'un avocat ou que n'importe quel autre indépendant, dans le sens où sa protection sociale était beaucoup plus avantageuse. Et historiquement, c'est sans doute ça qui explique que le législateur ait voulu protéger les artistes du fait justement du côté artistique de leur activité.
Maintenant, au fil du temps, ça se réduit aussi. C'est-à-dire que les avantages qu'on a du côté artiste en termes de sécurité sociale, avant, c'était des cotisations moins élevées pour une protection plus importante. Ça se réduit. C'est-à-dire que les cotisations sociales des artistes augmentent. La protection ne varie pas tellement, quoi qu'on en dise. Elle reste plus intéressante que les autres indépendants, mais pratiquement, il y a aussi d'autres contraintes. Je dirais que pour l'instant, l'avantage d'avoir encore cette dichotomie de statut, c'est que, on verra après, je crois, dans une des autres questions, c'est que le cumul est toujours possible entre une activité d'artiste et une autre activité professionnelle, alors que ce n'est pas le cas pour les artisans. Et donc, de ce fait-là, même si c'est compliqué, ça reste intéressant d'avoir au moins ces deux statuts de photographe indépendant pour permettre un exercice légal d'une activité de photographe à certaines personnes qui sinon ne pourraient pas cumuler, comme c'est mon cas d'ailleurs. Je ne peux pas être avocate et artisan en même temps, ce n'est pas possible. Non, je peux être avocate et artiste. Et fiscalement, il y a un statut qui est plus avantageux qu'un autre Alors, fiscalement, oui. Fiscalement, on ne parle plus de statut, on parle de régime fiscal. Alors, je ne parle pas des salariés, puisqu'ils sont salariés pour les photojournalistes, je parle juste des deux catégories de photographes indépendants. Il y a toujours un choix. Alors, l'artisan peut aussi choisir d'exercer en société, mais je ne vais pas en parler pour l'instant parce que sinon on va un peu trop loin. L'artisan qui choisit d'exercer en entreprise individuelle, c'est-à-dire un numéro SIRET qui est attaché à sa personne, il a le choix entre deux régimes fiscaux. Un régime simplifié qui est le micro-entrepreneur, que tout le monde connaît. Hein, quand les gens disent oh, ouais, je vais prendre un statut de micro-entrepreneur, en fait, non. Un statut d'artisan et un régime fiscal de micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur, l'avantage, c'est la simplicité. Par exemple, on gagne 10 000 euros. On va déclarer 10 000 euros comme chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires brut qui est rentré. On va déclarer 10 000 euros l'année d'après dans sa déclaration d'impôt. Le fisc va considérer qu'il y a 50%, donc 5 000 euros dans mon exemple, sont des frais, tout compris. Donc la sécurité sociale, les cotisations URSSAF, tout, l'achat de matériel, tout. Et va rajouter et va considérer que les impôts doivent être calculés sur les 50% qui restent. Donc l'avantage, c'est que c'est simple, même dans la comptabilité. Le désavantage, c'est que si on pratique le photographe à plus que 5 000 euros de frais, il est perdant. Il devra payer des impôts sur des montants qu'il n'a plus entre les mains. Donc l'autre choix possible, c'est ce qu'on appelle la déclaration contrôlée, ou les frais réels, c'est la même chose. Là, le photographe va être tenu à plus d'obligations au niveau de la comptabilité, mais en contrepartie, il pourra déduire tous ses frais. Donc, s'il a gagné 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais qu'en fait, il avait 7 500 euros de frais, il va pouvoir déduire ces 7 500 euros de frais, qu'on n'aurait pas pu faire le micro-entrepreneur, et il sera taxé uniquement sur base des 2 500. Donc, les 2 500 vont être sa base d'imposition, et s'il a gagné que ça, ben, forcément, il n'y aura pas d'impôt sur ce montant-là. Et si, par exemple, il a son conjoint, sa femme ou son mari qui travaille, eh bien, ces 2 500-là vont s'ajouter aux revenus du foyer fiscal et des impôts seront calculés sur l'ensemble. Et du côté des auteurs, le principe est le même. C'est-à-dire qu'un auteur, un artiste-auteur peut soit choisir un régime simplifié, mais dans ce cas-là, on ne parle plus de micro-entrepreneur, on parle de micro-BNC. Le principe est le même, mais ce n'est plus micro-entrepreneur, donc un artiste ne peut pas être micro-entrepreneur. Le principe est le même. S'il gagne 10 000 euros, le fisc va cette fois-ci considérer qu'il a 34% de charges et de frais. Donc 3 400 dans mon exemple. Donc ça veut dire que s'il a vraiment pas plus que 3 400 euros, ben, tant mieux, c'est facile. Mais s'il a plus que 3 400 euros de frais, ce qui est quand même généralement le cas, donc plus que 34% de frais par rapport à son chiffre d'affaires, là, il est perdant. Donc, il peut aussi opter dès le départ, ou bien à un moment, il est trop obligé quand il dépasse certains seuils de chiffres, opter pour la déclaration contrôlée. Donc là, ça fonctionne de la même manière. Il va déclarer tous ses frais. Il a 10 000 euros de chiffre d'affaires et 7 500 euros, comme dans mon autre exemple juste avant. Eh bien, ce sera de nouveau les 2 500 euros qui seront la base imposable. Et même mieux du côté artiste, ce qui n'était pas possible pour l'artisan, c'est que s'il a 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais 12 000 euros de frais, il est en perte de 2 000. Et dans ce cas-là, les 2 000 euros de perte peuvent être déduits, par exemple, des autres revenus du foyer fiscal. Ce qui n'était pas possible pour l'artisan. Donc ça fait partie des avantages fiscaux qui existent encore pour les artistes. Voilà. Mais le principe est toujours le même. Un photographe indépendant en entreprise individuelle a toujours le choix entre un régime simplifié, un régime fiscal simplifié et un régime de frais réels. Oui, donc il y a vraiment un intérêt à se pencher sur ces sujets-là, c'est-à-dire les sujets du statut qu'on choisit et du régime fiscal avant de vraiment se lancer dans l'activité de photographe. Parce que voilà, la réponse ne va pas être la même si un photographe vient le voir et qu'il a déjà tout son matériel, qu'il n'a aucun investissement à faire, qu'il veut devenir artisan parce qu'il sait qu'il va faire 4 mariages dans l'année, mais pas plus parce que son boulot est très prenant. Ben là, il sera dans le cas où probablement ça vaudra le coup de rester micro-entrepreneur au moins 1 an ou 2 et puis voir après. Mais par contre, s'il veut uniquement vivre de ça, qu'il a plein d'achats de frais à faire
qui veut louer un local, acheter du matériel de studio, etc., micro-entrepreneur, c'est ridicule parce qu'il ne sera pas du tout optimisé fiscalement et il va prendre un bouillon et ça va le dégoûter, quoi. C'est bien, enfin, c'est bien qu'on aborde ce sujet-là parce que c'était la question suivante. Enfin, en tout cas, ça abordait la question suivante qui était en tant que salarié d'une entreprise, d'une association ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai le droit de pratiquer la photographie comme activité commerciale parallèlement à mon job de tous les jours? Alors, ça va dépendre en fait Oui, du statut. dans quelles circonstances? Et si oui, dans quelles circonstances? Mais on a déjà un peu répondu. Oui, en fait, ça va dépendre du statut que la personne veut prendre. Donc, c'est un cas de cumul d'activités, hein, ce qu'on appelle maintenant les slasheurs, c'est très à la mode, qui font 2 activités, comme moi, avocate et photographe. Et ça va dépendre du statut que la personne veut prendre comme photographe. C'est-à-dire, si elle est fonctionnaire, elle va avoir beaucoup de mal maintenant à devenir artisan photographe en parallèle, alors qu'avant, c'était un peu plus facile, on va dire. Les conditions se restreignent. Par contre, quasiment, enfin, je crois que toutes les activités sont compatibles avec une activité d'auteur, mais comme je l'ai dit avant, l'auteur ne peut pas tout faire. Donc, si moi, je voulais maintenant me mettre à faire des prestations de mariage, je ne pourrais pas. Ça, je devrais arrêter d'être avocate. Soit je renonce aux prestations de photographe de mariage parce que je ne peux pas devenir artisan. Donc, l'auteur peut être cumulé, l'activité d'auteur-photographe peut être cumulée avec toutes les autres activités professionnelles, mais pour pouvoir proposer de tout, eh bien, il vaut mieux être artisan. Et artisan, par contre, on ne peut pas le cumuler avec tout. On ne peut pas le cumuler avec une activité d'avocate. On a une déontologie très jalouse pour ça. On ne peut pas le cumuler avec une activité de fonctionnaire. Et voilà, donc de nouveau, ça va être une étude du cas personnel de la personne. Certains fonctionnaires peuvent demander, enfin je crois tous d'ailleurs, peuvent demander d'être mis en disponibilité, voilà, c'est le mot que je cherchais, pendant 1 an ou 2. Et je crois que dans ce cas-là, il est possible de débuter une activité et après, il faut choisir. Parce que de nouveau, le cumul ne sera pas possible. Donc, il faut vraiment voir le projet de chacun. Il y a des situations de cumul possibles, mais tout va dépendre de la situation précise de la personne. Pour les demandeurs d'emploi, c'est très compliqué aussi. Et là encore, tout ça, ça se prépare, quoi. C'est voilà. Important Et il vaut mieux le préparer parce que les choix qu'on fait au début vont vraiment être déterminants pour la rentabilité de l'activité après. Donc, c'est bien, on a abordé les différents statuts. Il y a un point aussi que je voulais voir avec vous, c'est en fonction des statuts, du statut qu'on a choisi, est-ce qu'on doit prendre certaines précautions spécifiques pour protéger ces images de toute utilisation frauduleuse? Alors, en soi, non, parce que d'une part, le droit d'auteur, il s'applique à tout le monde, quel que soit le statut. Ça ne change pas. Le droit d'auteur, c'est distinct des statuts des photographes. Ce sont 2 choses totalement différentes. Les statuts, c'est du fiscal, c'est de l'administratif, etc. Le droit d'auteur, c'est la propriété intellectuelle. Donc, mes enfants qui ne sont pas majeurs et qui font les photos, quand ils font des photos, ont les mêmes droits que moi sur leurs photos. Il n'y a pas de précaution à prendre pour qu'une photo soit protégée. Ça, c'est dans le code. Elle est protégée possiblement dès le moment où elle est prise. D'accord ? Par contre, en pratique, ça, c'est un autre sujet qu'on abordera plus sur des vidéos qui concernent le droit d'auteur, mais en pratique, une personne, telle qu'elle soit, professionnelle ou non, ne parviendra pas à obtenir d'un tribunal une protection pour sa photo si elle ne démontrait pas elle-même qu'elle a imprimé à cette photo la marque de sa personnalité, ce qu'on appelle l'originalité. Ouais. Voilà, ça c'est un critère qui n'existe pas dans la loi, qui mérite un bouquin complet, j'y travaille, et qui est très anxiogène pour les photographes, ce que je comprends très bien, mais parce que c'est aussi une démarche à adopter. Il faut être capable pour chaque photo de déterminer, si on est en litige et qu'on veut se faire indemniser, quelle émotion on a voulu faire passer à travers la photo. Mais sous cette réserve-là, les droits de propriété intellectuelle des photographes sont les mêmes, quel que soit votre statut ou même votre absence de statut. Merci Joël pour toutes ces précisions. Je crois que les choses sont un petit peu plus claires maintenant. On se retrouve bientôt pour aborder un nouveau sujet qui tournera autour des droits d'auteur, encore un vaste programme. Donc merci encore et à très très bientôt. À bientôt.